était déjà là et qui a vu Jean-Charles et Benjamin avant? Pas beaucoup, bah dis donc. Bravo à vous quand même. Hein. Bah, nous, on était là. Nous. Vous étiez là, voilà. Donc Jean-Charles Gervais et Benjamin Poisson-Garcia qui sont plutôt de l'Ouest. Le premier est de Rennes, le deuxième un peu en dessous de Bordeaux, Biscarros. Je dis pas de conneries, hein, c'est bon. Voilà, et qui du coup participe à l'enseignement de la thérapie manuelle avec nous à Paris, à Bordeaux, sans exo avec Major pour Jean-Charles, kiné du sport aussi pour Jean-Charles. Jean-Charles commence à être un bon couteau suisse, il commence à faire un peu de tout. Voilà. Vous avez vu pour certains du coup dans la présentation d'avant technique de levée de tension. Qui est ni plus ni moins qu'une forme d'étirement associée à un contracté relâché. Et là, on va voir une autre technique qui s'adresse aux muscles, les trigger points. Alors, qui n'a aucune idée de ce qu'est un trigger point? Bon, ça va déjà, c'est bien. Qui veut m'en donner une définition maintenant? Et puis personne non plus là. Donc un trigger point, c'est une forme de contracture un tout petit peu particulière. Trigger point, traduit de l'anglais, ça veut dire point gâchette. Et point gâchette qui fait que quand on va appuyer sur la gâchette en local, c'est comme une détonation, c'est-à-dire que ça fait une douleur, et une douleur assez sympathique. Vous connaissez le vieil adage, hein, pas de plaisir sans douleur. Et bien là, il y a douleur en tout cas. Et quand vous appuyez, ça fait plutôt bien mal. L'autre idée, c'est qu'en plus de cette détonation locale, ça va faire un peu comme une traînée de poudre. Alors il y a toute une cartographie, où il y a des cartographies, dont on n'a pas du tout le monopole. Pour ceux qui veulent chercher ou qui ne connaissent pas les cartographies, je vous invite à regarder un petit site internet, triggerpoint au pluriel.net. Et sur triggerpoint.net, vous avez, soit vous tapez le nom du muscle, alors c'est pas en français, c'est en anglais, mais vous allez voir, il y a quand même pratiquement que des images. Donc théoriquement, les images, même en anglais, vous devriez y arriver. Vous allez avoir par exemple un point, je vais prendre l'infraépineux entre autres, et vous prenez cet infraépineux et il va vous donner une douleur de trajet qui vient irradier comme ça ici devant. Ça a un intérêt. Derrière, c'est aussi de pouvoir faire du diagnostic différentiel. Alors là, du coup, on sort du trigger pur, mais c'est un des points qui nous tient vraiment à cœur dans l'enseignement au sein d'ITMP. C'est de se dire que pour une douleur donnée, je n'ai pas forcément qu'une étiologie. Et si j'ai différentes étiologies, il faut que j'arrive à définir la bonne étiologie pour pouvoir proposer le bon traitement. Bon, si je parle de sciatique, par exemple, vous avez tous évidemment à l'idée la hernie discale qui vient comprimer le nerf. Ok, première image. Vous pourriez avoir une deuxième image qui serait un syndrome du piriforme qui vient comprimer le nerf, qu'on va majorer par un signe, éventuellement la SEG modifiée. La littérature serait plus forte sur un test de Fadir, mais qui va montrer finalement par mise en tension des structures une augmentation de la douleur. Et puis parfois vous testez ces deux trucs-là et vous avez ni l'un ni l'autre chez votre patient qui vous décrit pourtant une douleur qui prendrait un peu un trajet de sciatique. Et il y a un muscle, notamment trigger, qui fait ça parfaitement bien, qui est le muscle petit fessier. Et quand vous avez un muscle petit fessier, ça vous donne exactement le même trajet, sauf que ce n'est pas du tout la même étiologie. Vous lui faites ce que vous savez le mieux faire sur la hernie discale du Mackenzie, vous ne l'améliorez pas. Vous lui faites votre meilleure levée de tension du piriforme, voire machine light back, pour améliorer le piriforme, vous ne l'améliorez pas. Et vous venez chatouiller de manière un peu appuyée le petit fessier. Et là, vous reproduisez sa douleur. Une douleur locale assez forte, mais aussi sa douleur projetée qui descend dans la jambe. Et là, l'intérêt du trigger, du coup, c'est de pouvoir faire comme ça du diagnostic différentiel, ou en tout cas d'avoir une autre explication pour une même douleur. Donc là, on n'est pas encore dans le traitement, on est dans le raisonnement clinique, mais l'idée, c'est de pouvoir déterminer cela. Est-ce que, si je vous parle de alors,
l'histoire des triggers, ça remonte à... C'est récent ou c'est pas récent? C'est pas récent, on est bien d'accord. C'est Janet Travell et David J. Simons qui ont mis ça au point dans les années 70. Janet Travell était le médecin personnel de John Fitzgerald Kennedy. Et pour dire que c'est pas très très récent. Et Kennedy avait une patho à la con, qui lui donnait des douleurs à peu près sur tout le corps. Et la seule personne qui arrivait à améliorer vraiment ces douleurs, c'était Janet Travell. Et par traitement des triggers. Voilà, pour dire que c'est un peu ancien. Si on parle physiopathologie, c'est quelques fibres dans le muscle. Donc rien à voir avec les levées de tension qui vous ont été présentées précédemment, où globalement c'est un peu tout le muscle qui est contracté ou l'ensemble du muscle. Là, on a vraiment quelques fibres, ce qui veut dire qu'il faut prendre le temps et il faut aller les chercher. Et donc, il faut palper un peu et trouver ce point un peu particulièrement douloureux au niveau trigger. Et c'est avant tout une recherche palpatoire. Le but n'est pas de faire une recherche palpatoire dans le vide, c'est de faire une recherche palpatoire en fonction de l'indication et du symptôme que vous avez. Si vous avez quelqu'un qui a un trajet de sciatique, vous n'allez pas chercher l'infraépineux, on est d'accord. Si vous avez quelqu'un qui a une douleur ici devant, ça peut être entre autres l'infraépineux. Alors vous allez me dire, mais ça pourrait être aussi un tendon du supra qui fait mal ou qui est abîmé et qui fait mal. Ok, mais qui va faire mal quand je viens palper cette structure-là. Si je palpe derrière et que ça arrive à reproduire la douleur derrière et la douleur devant, c'est plutôt un trigger. Donc, logique de diagnostic différentiel. Voilà. Est-ce qu'on a quelqu'un qui aurait une douleur type soit épaule, soit fessier, qui voudrait se prêter au jeu? Allez, viens. Alors ça ne veut pas dire qu'il a forcément un trigger, donc je ne sais pas, peut-être que c'est un bon sujet, peut-être que ce n'est pas un bon sujet, nous verrons bien. Tu fais microman. Du coup, tu as mal où? J'ai mal au cou ici, okay. Un peu au scom et trapèze sup et derrière en fait. C'est un peu toute la région. Toute la région de l'épaule. Bon, ouais. Déjà ça peut être potentiel. Alors mets-toi bien droit, voilà, tac, voilà. Une bonne indication. Et donc on va faire une recherche qui va être une recherche palpatoire. Alors il m'a parlé du scom. On peut aller chercher le scom. Globalement, on va venir palper ici. On n'a pas de point hyper sensible. Peut-être un petit peu là. Ouais, le scom, pas très très révélateur chez toi. Je ne pense pas qu'on puisse qualifier cela de trigger. On va aller chercher son trapèze. Lui est peut-être un petit peu plus intéressant là, à ce niveau-là. Je ne vois pas son visage. Au cabinet, quand je fais ça, il y a un miroir devant. Donc ça me permet de les voir. Tu as une réponse faciale positive. C'est vrai? Ouais, on y est. Fais voir. Ah oui, il a une tête à trigger là. Voilà. Là, ici, on pourrait penser avoir une forme de trigger. Et encore une fois, c'est comparatif, droite-gauche. Et à gauche, j'ai pas du tout la même chose. Et pour autant, c'est pas une méga contracture de ton trapèze. Tu vois, c'est quelques fibres. Voilà. Là, ici, je pense que j'y suis bien à chaque fois. C'est ce que j'appelle le signe de la sonnette. Alors, à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, ça sonne. Ça me rappelle mon petit garçon qui faisait ça et il adorait appuyer dessus, ce petit malin. Et donc là, à chaque fois que j'appuie, vous voyez, voilà. On peut aller chercher aussi il nous décrit la zone là, plutôt postérieure de l'épaule. On peut aller chercher éventuellement un infraépineux. Voilà. Lui, tu dis quoi? Ça va. Allez, on va retenir plutôt notre trapèze supérieur. Physiopathologie, il y a plusieurs modèles explicatifs. Il n'y en a pas un qui a complètement écrasé les autres, mais je vais faire une version hyper simple. Celle qui nous permet en partie de comprendre et qui nous permettra de comprendre aussi l'atelier qu'on fera après, qui est le dry needling, qui est traitement, oh là, je vois le visage, t'as pas l'air emballé, traitement par l'aiguille. En gros, le nerf arrive au niveau du muscle, il y a une plaque motrice, et de là, le nerf va libérer
l'influx nerveux électrique qui libère le calcium. Le calcium vient se mettre avec l'ATP et ça contracte. Et puis à un instant T plus 1, le nerf arrête d'envoyer l'info, arrête d'envoyer l'influx électrique, arrête le calcium et le calcium est réabsorbé. Ça, tout va bien, la contraction s'arrête. Eh bien, une des physiopathologies du trigger, c'est de dire que pour X raisons, le calcium n'est pas réabsorbé sur quelques fibres. Et donc, comme il y a toujours du calcium, le calcium vient se mettre indéfiniment avec l'ATP. Et donc, il y a une contracture sur quelques fibres, et pas du tout le muscle. Hein. Il ne se retrouve pas avec le bras comme ça pour autant, on est d'accord. Mais on a quelques fibres qui restent contractées. On a différents moyens de traitement. Pour le traitement manuel du trigger, la technique validée est d'exercer un appui pendant environ 90 secondes. Technique dite ischémique, où en fait l'appui va empêcher le sang d'arriver, va empêcher la contraction de se faire et va ainsi faire en sorte que la contracture automatique finisse par s'arrêter. On a le choix de faire une technique juste d'appui permanent. Je vais te la faire après, hein, pas d'inquiétude. Là, je fais semblant pour le moment. Donc là, je l'ai gardé assis parce que je pense que c'est plus pratique pour vous le voir. Probablement qu'avec un patient, je vais le mettre plutôt allongé pour qu'il ait moins envie de bouger et que j'ai moins à le tenir quelque part. Vous allez voir, là, on va le tenir. Soit appui 90 secondes et on ne bouge pas trop, soit éventuellement qu'on qualifierait de massage longitudinal profond, pas transversal, mais longitudinal, c'est-à-dire qu'on va faire un ponçage un peu sur la longueur de la fibre. 90 secondes, c'est à la fois long et pas très long. Long parce que vous appuyez quand même assez fort, donc vous, ça vous fatigue un peu les doigts et tout. Et lui, comme ça lui fait quand même un peu mal, 90 secondes, c'est quand même un peu long. Voilà. Mais en même temps, dans l'absolu, 90 secondes pour faire une technique, ça va quand même pas chercher très loin et ça a un côté pratique. Alors moi, j'aime bien les caler un peu. Hein. Voilà. Et on va prendre le point et on va... Alors, j'ai peut-être un peu bougé par rapport à tout à l'heure. Je ne l'ai pas déshabillé complètement, là. Hein, voilà. Là, ici, je pense qu'on est pas mal. Tu confirmes ou pas? Non, tu confirmes pas. Alors, je vais le prendre autrement. Là. Il y a deux types de prises. Soit vous vous retrouvez, par exemple, et on en fera un après, sur une partie haute de grand fessier et tout, et là, vous pouvez faire juste une prise en appui direct. Là, au niveau du trapèze supérieur, l'appui direct ne suffit pas ou j'arrive pas à être assez précis. Donc, on va faire ce qu'on appelle une prise en pincette. Je vais appuyer à deux doigts et venir écraser un petit peu là, ici. Voilà. Là. Là, on y est? Pas trop. Ouais. Là. Alors, il faut que je fasse gaffe de ne pas rouler. Alors, je vais choisir la technique où je fais un peu massage longitudinal pour que vous puissiez voir voilà ce que ça donne. Donc, j'appuie assez franchement quand même. Hein. C'est un peu fatigant à la main. C'est pour ça qu'après, quand on a fait trigger, on aime bien faire dry, où c'est beaucoup moins fatigant finalement et beaucoup moins douloureux pour le patient. Voilà. Ça va là? Ça chatouille un peu? Un peu. Là, quelque chose d'important qui fait Xavier, du coup, il demande sans cesse finalement le retour du patient. Parce que c'est vraiment le patient qui va vous dire « Ah oui, c'est là ». Quand vous entendez le « Ah oui, c'est là » ou les mimiques au niveau de la face, vous savez que vous êtes au bon endroit. Merci Jean-Charles. Continue parce que c'est quand même un tout petit peu physique. Hein, donc c'est bien quand c'est toi qui parles. D'autre part, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la levée de tension, on va avoir une tension musculaire vraiment longitudinale, contrairement au trigger point, on va vraiment avoir un nodule où c'est pas sur tout le long de la fibre, c'est vraiment un endroit précis où il y a vraiment un nodule et on est à côté, non, il n'y a pas forcément la douleur qui nous intéresse, on se décale un tout petit peu et c'est le patient qui vous dit « Ah oui, en effet, là, c'est vraiment l'endroit douloureux ». Et lorsqu'on appuie dessus, comme l'a dit Xavier, il y a le signe de la sonnette, ça fait très mal et la traînée de pouls derrière, ça peut déclencher des douleurs à distance. Si ça déclenche des douleurs à distance,
Là, du coup, vous savez que vous avez un point trigger actif. Si en plus, ça ressemble aux douleurs que vous décrit votre patient, là, vous êtes clairement au bon endroit et vous savez que vous avez atteint la structure qui vous intéresse. Est-ce que ça va pour toi là? Petite douleur ici, très bien. Donc ça fait partie des douleurs de trajet qu'on peut retrouver. Et donc c'est là où, encore une fois, les cartographies, on ne les connaît pas toutes par cœur forcément, mais on a une idée. Et par exemple, le site triggerpoint.net vous permet d'aller chercher de deux manières. Soit vous cherchez le muscle et il va vous donner le trajet, soit vous avez un patient qui vous décrit « j'ai une douleur par là » et il va vous donner la liste des muscles que vous pouvez chercher. Et dans le trajet du muscle, il va vous donner par des croix les points les plus fréquents ou les plus représentatifs des douleurs. Alors après, dites pas, sur le schéma, c'était là, et du coup, ça ne peut pas être 2 cm à côté. On est bien d'accord, c'est des schémas informatifs, et ce n'est pas 2 cm près. Par rapport à tout à l'heure, qu'est-ce que tu dirais? C'est pareil, c'est pire, c'est mieux? Bon, c'est mieux. C'est mieux sur la palpation ici en local. Juste pour rebondir sur la cartographie que vous trouverez, comme le dit Xavier, en fait, ces cartographies ont été établies à partir de plusieurs cas, évidemment, donc ce sont des moyennes. Donc ne prenez pas ça non plus comme argent comptant, ça vous donne une idée d'avoir un diagnostic différentiel, ça vous apporte de l'eau à votre moulin. Contrairement par rapport à des topographies type sciatique ou quoi en termes de neuro, où c'est beaucoup plus calibré, même si on n'est pas tous exactement pareil, on est quand même beaucoup plus calibré, ce qui n'est pas le cas là sur des triggers où c'est quand même des cartographies plus moyennes. Mais ça vous permet, comme dit Xavier, d'aller sur le diagnostic différentiel, chercher déjà, par exemple, là sur une douleur en hémicasque, eh ben, je sais que on va retrouver du trapèze sup, on va retrouver du scom, et donc là ça peut déjà être intéressant d'aller chercher sur ces muscles-là. Vous pouvez retrouver sur notre Insta aussi quelques cartographies qu'on met en ligne régulièrement pour tel groupe musculaire. Excusez-moi, j'aurais voulu savoir pourquoi vous laissez le muscle en tension. Parce que là, vous faites un trigger point et je vois que sur les muscles sur lesquels vous travaillez, ils luttent contre la gravité. Et je me posais la question, est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Ou alors on aurait pu le mettre aussi allongé sur le ventre avec une relaxation complète de l'omoplate et des cervicales pour mieux sentir la tension? Alors j'ai déjà répondu à la question tout à l'heure, mais c'est pas grave. Comme quoi on peut se reposer la question. Et je vous ai dit oui, idéalement je les mettrais plutôt sur le ventre pour être plus en détente et pour qu'ils bougent moins. Je les gardais assis là pour que parce que quand je vais l'avoir mis là et que je vais me mettre ma main là, en gros vous allez plus rien voir. Voilà. Mais en même temps c'est pas impossible de le faire assis et on peut quand même le faire assis. Classiquement, dans la technique, on rajoute, après avoir fait notre technique compressive, bravo Jean-Charles, après avoir fait la technique, globalement, on vient faire une forme d'étirement un peu myofacial, où on vient glisser là, ici, comme ça, faire un mouvement d'étirement, où on vient un peu réallonger la fibre. Voilà. Excusez-moi, il y a ce machin-là qui sonne. Hop. Au-delà de ça, on peut faire un vrai étirement musculaire qui ressemblerait à ma levée de tension. Si je prends mon trapèze, alors encore une fois, je le mettrai plutôt allongé, mais voilà, je vais le prendre comme ça. Et là, j'étire bien son trapèze supérieur droit. Voilà. Allez, pousse un peu contre ma main. Parfait, relâche. Voilà. Et je vais pouvoir l'étirer, qui serait une forme de levée de tension, mais assis, alors que d'habitude, évidemment, on le ferait allongé. En technique assise, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est intéressant parce que vous n'avez pas toujours des patients qui peuvent se mettre en procubitus aussi. On peut essayer d'aller chercher un relâchement un peu plus complet, si Xavier, tu veux bien me le prêter 2 secondes, parce qu'il a l'air d'être plutôt sympa. Voilà. Merci. Donc là, déjà ici, viens poser ta tête contre moi, on va se faire un bon petit câlin. Là, on est déjà sur du relâchement. Si ça te convient un peu plus, tu vois, je peux aller chercher du relâchement et du raccourcissement sur l'inclinaison, sur la rotation contrôle et faire de la mobilité en même temps. Okay. C'est toujours intéressant, à partir du moment où vous connaissez vos paramètres, votre biomécanique, votre ANAT, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les levées de tension, c'est intéressant, au fur et à mesure, d'agrémenter votre arsenal de techniques dans différentes positions.
Par exemple, si j'ai une femme enceinte de 8 mois qui a une tension sur le trapèze supérieur, je ne vais peut-être pas lui proposer le procubitus en première intention. J'ai évidemment d'autres exemples, on ne va pas tous les faire, mais c'est toujours intéressant d'avoir des techniques sur différentes positions pour vos levées de tension, pour vos triggers. Pour compléter, on est bien d'accord, c'est une technique, c'est qu'une partie du traitement. Lui, il arrive en nous disant j'ai mal un peu dans le cou, un peu sur le muscle, un peu derrière. Est-ce que j'ai tout traité en faisant ça? On est bien d'accord? Non. Hein. Chez lui, peut-être que je vais faire mes techniques de levée de tension avant, peut-être que je vais faire des techniques de mob spécifiques du rachiste le cas échéant, et peut-être même on pourrait aller évaluer plus précisément son épaule. Ce n'est pas le but de l'atelier, mais ce n'est qu'une petite partie du traitement. Et on a vraiment, dans notre logique thérapeutique, au sein d'ITMP, de se dire le but est de faire un traitement global. On connaît nos techniques, on va choisir et on va interfacer nos techniques pour que ça marche, avec toujours ce qu'on appelle chez nous les 3T, hein, test, technique, test. J'ai fait un test, j'ai amélioré ce truc-là, mais finalement, quand je demande au sujet de tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche, je vais trouver qu'il a encore un défaut de mobilité et je vais aller traiter la suite de mon défaut de mobilité. Merci beaucoup pour ton aide. Est-ce que quelqu'un aurait une douleur type lombaire, sacro-iliaque, fesses? Non, on n'a pas de ça, là, pas aujourd'hui. Tu veux que je te serve de cobaye pour la fesse? Parce que je sens que... Ouais, on est partant. Hein. On est partant. C'est une zone qui est très sujette à la logique des triggers. Hop. On va c'est bien, vous avez mis une table vraiment à ma taille. Vous avez pris un truc de nain, c'est parfait. Ça me convient très bien, moi aussi. On va pouvoir aller chercher à la palpation, ici, vous voyez, au niveau de la crête, là. Et quand vous venez chercher chez certains... Alors, là, ici, voilà. Signe pactognomodique du trigger point, il lève sa jambe. Voilà. La douleur est le début du plaisir. Là, ça se vérifie. Hein. Voilà. Là, il fait comme il peut. On peut tester les deux côtés en même temps. Hein. Alors, Benjamin est l'un de nos petits derniers. Donc, c'est comme un bizutage, en fait. Vous voyez, je fais gaffe, il est quand même beaucoup plus grand que moi. Mais voilà. Là, ici, par exemple, est-ce que quelqu'un veut venir toucher ce que c'est un trigger point, là? Ça a bien... Tiens... ça a bien irradié côté gauche, là, sur la face postérolatérale, cuisse gauche, jusqu'au genou, là. Voilà. Tu vois, et si tu te mets 1 cm à côté, tu n'as plus du tout la même chose. Donc, c'est vraiment fin, c'est une zone, pas grande. Alors, il faut prendre un peu le temps de chercher. Voilà. Et évidemment, encore une fois, ça se fait avec une symptomatologie de départ. Hein. Là, on le prend un peu arbitrairement. En même temps, vous voyez que même chez des sujets sains, vous pouvez en trouver. Il y a quelqu'un d'autre qui veut venir toucher, là, voir ce que ça donne? Ah. Ouais, pour palper les fesses, elle est là. Ouais. Non, mais c'est ce que... Benjamin. Alors, là, voilà. Pose ta main tranquillement, là, ici, là. Là. Vas-y. Et fais, tu vois... Donc ta palpation, elle est perpendiculaire aux fibres. Et décale 1 cm ou 2 à droite, tu verras, tu n'as plus la même dureté. Voilà. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu le temps de chercher. Faut se former si on veut pour pouvoir trouver le repère. Il y a un vrai positionnement pour la main où si j'arrive avec le doigt comme ça, je sentirais... Alors, je lui fais mal. Ça, c'est bon, là, vous voyez que là, je lui fais mal, mais je ne sens pas vraiment grand-chose, en fait. Voilà. Donc, soit je pose ma main, mais je vous invite vraiment à avoir une main qui est calée, posée. Fais-lui répéter la question, ouais, qui est une bonne question. Est-ce que tu utilises parfois des outils pour moins fatiguer tes doigts? Alors, oui et non. Dans la recherche palpatoire, non, parce que dans la recherche, il faut que j'y aille et j'y vais. Dans le traitement, oui.
J'utilise pas beaucoup d'outils, malgré tout. Il y a deux types d'outils qui me plaisent sur ce genre de choses. C'est du crochetage, qui n'est pas l'indication parfaite pour le trigger, mais qui peut éventuellement servir. J'ai aussi, alors j'ai pas pensé en prendre, un mini tonfa, un petit truc en plastique qui fait en gros 1,5 cm, 2 cm de diamètre, avec un bout en forme de boule qui permet d'appuyer, et puis il y a un truc plus petit, à peu près de la taille de mon petit doigt, qui permet aussi d'appuyer. Voilà. Ça, c'est le trigger tool qu'on a au sein d'ITMP. Et puis, l'autre vrai outil que j'utilise énormément aujourd'hui pour ne pas me fatiguer les doigts, c'est le dry needling sur lequel on enchaînera après, quoi. Voilà. Ici, du coup, je vais reprendre, donc je prends le temps, vous voyez, de la palpation, d'être sûr de bien trouver mon endroit. Voilà, hein, on est là. Et donc là, vous voyez que j'arrive à la voir de manière palpatoire sans le faire crier. Alors, s'il m'énerve parfois, parce qu'il y a des patients qui vous énervent, j'imagine, je ne dois pas avoir le monopole. Parfois, s'il m'énerve, on peut appuyer un peu pour voir si vraiment il aime bien, quoi. Voilà. Et ici, une fois que j'y suis, eh bien, je vais reprendre ma technique comme tout à l'heure, qui va être une technique en plusieurs temps. Premier temps, c'est plutôt le côté compressif ischémique qui est vraiment la technique décrite pour le trigger. Mais après, on sait qu'on a une forme un petit peu d'étirement myofacial, plus éventuellement une forme d'étirement du muscle. Voilà. Du coup, là, on va faire la technique, hein, tant pis, hein, Benjamin. Hein, bon, merci d'être venu. Hein. Il ne reviendra peut-être pas, mais voilà. Donc, j'appuie. Soit je reste vraiment à l'endroit le plus sensible, voilà, et on tient. Oui, là, tu peux m'insulter, tu as le droit, là. Ou alors, je peux faire une technique avec mouvement plutôt longitudinal sur la fibre, voilà, et dans le sens de la fibre que j'ai eu à la palpation, hein, voilà. Là, j'avais un peu glissé sur le côté, je crois, non? C'est mieux, là, hein? Tu préfères? Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment la main qui vous guide, hein? Voilà. Alors, on pourrait débattre pendant des heures sur la palpation, c'est bien ou c'est pas bien. Vous verrez que plus vous apprenez à palper, et plus vous utilisez votre main, et plus vous êtes fin. Alors, au début, c'est un peu compliqué. Et après, la palpation, encore une fois, elle ne se fait pas dans le vide, et chez tout le monde, elle se fait dans un contexte clinique de quelqu'un qui se plaint, qui a une douleur qu'on va reproduire, ou en tout cas avec une étiologie qui est proche de celle qu'on avait et pour laquelle on soigne le patient. De la recherche du point trigger, là, ce qu'a fait Xavier, il va d'abord palper de manière transversale pour trouver la fibre musculaire responsable, et ensuite il va suivre en longitudinal pour trouver le fameux nodule et le fameux point trigger. Bon. Derrière, je vais faire, voilà, par exemple, juste ça en technique d'étirement myofacial. Cette prise toute con là où vous utilisez un peu le dos de la main pour le faire, globalement, elle marche très très bien. Voilà. Alors si vous me dites, moi je préfère faire comme ça et tout, il n'y a pas de sujet, hein, ce n'est pas la bataille de savoir si ma technique est forcément meilleure que celle du voisin. C'est plus un principe un peu général. Voilà. Et puis, on pourrait lui faire l'étirement du grand fessier pour compléter, ou lui apprendre à faire l'étirement du grand fessier aussi chez lui. Je ne vais pas faire l'étirement, ce n'est pas le but de l'atelier. Non, mais j'aurais bien aimé que tu restes un peu, moi. Ouais, mais pas longtemps, pas longtemps. Vous voyez, après, ils sont contents de partir de chez vous. Hein. Est-ce que tu veux venir le repalper? Bah oui. Parce qu'en même temps, on vous dit les 3 T. Hein. Donc, est-ce que tu as la même sensation que tout à l'heure? Voilà. C'est mieux, ouais. On ne ressent plus le nodule de tout à l'heure. Ok. Ouais, c'est beaucoup moins dur que tout à l'heure. Donc, c'est beaucoup mieux, beaucoup moins dur que tout à l'heure. Ça, c'est leur ressenti palpatoire. Alors, ils peuvent se tromper tous les deux, hein, mais on peut être 3 à se tromper, mais voilà, il y a quand même quelque chose. En tout cas, il y a une forme de changement au niveau manuel.
Et comme tu l'as précisé, en même temps, il saute beaucoup moins sur la table que tout à l'heure déjà. Donc il y a un côté assez rapide. Est-ce que le sujet, quel est l'avenir ou le devenir du sujet dans la journée? Parfois, quand vous avez fait du trigger un peu dur, un peu fort, un peu profond, il peut quand même vous déclarer des douleurs pendant 24 à 48 heures. Alors ça, déjà, il ne faut pas s'en offusquer. Et puis, une fois qu'on le sait et qu'on l'informe et qu'on lui dit « vous pouvez avoir une réaction un peu douloureuse locale pendant 24 à 48 heures », globalement, il est rassuré. Si vous lui dites « vous ne devez avoir aucune douleur » et qu'il en a une, il sera un peu plus inquiet. Donc, ne lui promettez pas la lune, ne lui dites pas qu'il n'aura aucune douleur parce que peut-être il en aura quand même. Voilà. Merci Benjamin. On peut... Ça, on a encore du temps, là. Ouais, allez, on peut faire les questions et tout. En fait, juste par rapport à sa douleur, bon là, c'est censé être un sujet sain, là, il avait vraiment l'air de souffrir. Donc, quand on a affaire à un patient qui est vraiment douloureux et pendant la technique, il souffre encore plus, je veux dire, quelle est notre limite, on va dire? Quand est-ce qu'il faut s'arrêter ou il faut continuer? Il faut dire non, il faut supporter, ça va aller. Alors, voilà, c'est... Là, tu soulèves du coup une partie déjà au moins de la contre-indication. Le patient hyperalgique, l'enfant, théoriquement avec qui on ne fait pas trop, ou le patient un peu psychiatrique, un peu tapé du bulbe, on en a tous quand même, à qui non, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi, donc à qui on ne va pas le faire. L'autre idée, là, évidemment, on est en démo, donc on se lâche un peu. On avait envie de lui donner un peu de couleur, il en a eu. Et évidemment, après, il y a une gradation. Après, quand je propose aux patients, que je leur dis, vous semblez avoir un trigger, ça semble expliquer votre pathologie, en tout cas, ça semble expliquer votre symptôme, et ainsi de suite. Je leur dis, j'ai deux moyens de le traiter. Un qui prend un peu de temps, est douloureux pour vous et moi me fait mal. Enfin, non, pardon. Est douloureux pour vous et moi me fatigue. Et j'en ai un autre où, globalement, ça ne me fatigue pas et vous, ça vous fait pas mal et c'est le dry needling. Et évidemment, vendu comme ça, plein de fois, ils choisissent la deuxième option et ça me permet de répondre aux patients qui sont vraiment trop sensibles. Voilà. Oui. Après, juste pour répondre à ta question, des fois, on a des patients aussi qui ont des douleurs. Donc, c'est une douleur diffuse, mal systématisée, très lourde, très sourde, très pénible, finalement, quand il y a vraiment un trigger. Et souvent, quand tu trouves le trigger, le patient te dit « Ouais, même si ça me fait mal pendant 90 secondes, allez-y, parce que si vraiment ça m'apporte un soulagement derrière, clairement, je suis prêt à souffrir pendant ces 90 secondes. Et une fois que tu le fais, que tu as vraiment le résultat derrière, dire « Ouais, ça valait le coup d'avoir mal parce que derrière, j'ai vraiment vachement moins mal. » Pour compléter, moi j'ai eu une belle discopathie au niveau cervical, machin. Et un jour, on a donc Alexis, qui est notre champion du trigger chez ITMP. Et du coup, il m'a attaqué dur. Mais en même temps, je savais que ça allait me faire du bien, en fait. Du coup, je lui ai dit, bah, tant pis, vas-y, quoi. Enfin, fais-toi plaisir, hein, lâche-toi. Et du coup, il s'est lâché. Alors, j'étais sur la table, je pleurais. Hein, voilà. Mais en même temps, il fallait que ça marche. Donc, il y a aussi un contrat avec vos patients, quelque part. Et alors là, on sort de l'unique trigger, hein, et on peut aller à la question avec vos patients. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour aller mieux, en fait ? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme exercice vous-même, comme pendant le soin, comme machin? Parce que si c'est juste un peu de massage à la crème et avec ça, j'espère que j'aurai plus jamais de douleur. On connaît le résultat, il est modeste. Et donc, faut aller plus loin. C'est aussi un moyen d'obtenir l'adhésion. En cours à l'école, on a vu que la technique de Jones, ils nous l'ont présentée comme étant un trigger point avec mise en course interne du muscle. Eh bien, c'est faux. Du coup, voilà, c'était ma question. Est-ce que le Jones, c'est ça, pour commencer? Et est-ce que c'est efficace? Parce que si on fait du trigger point et que ça fait mal, pourquoi on ne fait pas du Jones à la place, quoi? Bonne question. Ça a souvent été confondu, trigger point et tender point. Et donc, les mots sont assez proches. On n'est pas toujours très fort en anglais, moi le premier. Et en fait,
Tender point, c'est plutôt un point de tension. Il y a une cartographie des points de tension. Et d'ailleurs, dans les points de Jones, il y a des points musculaires, mais il y a aussi un tas de points qui ne sont pas vraiment musculaires. Par exemple, tu as tous les points AT1, AT2, AT3, AT6, là, antérieur thoracique 1, antérieur 1, qui sont des points qui sont là, ici, en appui sur le sternum. Et donc là, il n'y a pas de vrais muscles. Enfin, globalement, pile sur la ligne médiane, globalement, il n'y a pas de muscles. Et du coup, c'est donc pas des points dits trigger point avec la physiopathologie qu'on a expliquée ou qu'on s'est donnée tout à l'heure. Les tender points, c'est une logique d'aller vers la course interne, mais classiquement pas en course interne max. Voilà. Et c'est trouver plutôt vers la course interne, mais la position qui donne le maximum de relâchement. Alors la modalité n'a rien à voir en termes physiopathologie et en termes de logique de traitement. C'est plutôt obtenir une absence de signal électrique. Il y a un truc qui est un peu trop court. Si tu te redresses, tu tires sur ton truc trop court. Et ça, quelque part, ça balance de l'info électrique. Et cette info entretient, quelque part, l'état de tension. C'est la physiopathologie retenue par Jones ou Jones et consorts, parce qu'on dit toujours Jones, mais il n'y a pas que lui. Voilà. Et donc, trigger point et tender point ne sont pas les mêmes points. Alors, il y en a toujours qui vont dire « Ah si, il y en a qui sont pareils ». Évidemment, quand vous commencez à mettre 200 points de Jones sur un bonhomme, 200 points trigger et 200 points d'acupuncture, quand vous regardez, vous dites il y en a plein qui sont pareils. Oui, forcément, là, il y a un moment, ils ne vont pas être très très loin. Jones, c'est très bien. Trigger, c'est très bien. Ce n'est pas la même indication, ce n'est pas la même physiopathologie. Il ne faut juste pas confondre les deux traitements. Voilà. Après, on comprend que finalement, dans notre logique musculaire ou dans notre désordre qu'on qualifierait de musculaire, on a vu, certains ont vu avant l'élevé de tension, c'est un modèle explicatif. Les trigger points, c'est un autre modèle explicatif. Et les tender points, c'est encore un autre modèle explicatif. Il n'y en a pas un qui est vraiment meilleur que les autres. Après, pour aller dans ton sens, le patient qui a hyper mal et que je ne peux rien faire et tout, je ne vais pas utiliser trigger qui va encore lui faire plus mal. Je vais peut-être utiliser Jones tender point, positionnement, relâchement vers la situation courte. Alors je fais comme ça pour un point antérieur. Si vous imaginez ici un point postérieur, la situation courte, elle serait plutôt de cet ordre-là. Donc ça dépend vraiment de l'endroit. Et c'est un autre moyen de traitement. Voilà. On a une formation d'inhibition tender point. Voilà, on n'a pas choisi de la montrer là, ici, pour les ateliers. Une autre zone qui est quand même très fréquente de trigger point, c'est tous les trigger points au niveau occipital, cervical, et qui vont vous donner des symptomatologies, par exemple, comme les céphalées. Alors, tout à l'heure, tu nous l'as fait un petit peu, ou quand je suis venu te chercher le trapèze, tu m'as dit « ça vient chatouiller un peu par là », cette douleur en hémicasque qu'on retrouve dans des pathos comme la patho cervicale, nerf d'Arnold, sous-occipital et ainsi de suite, mais qu'on retrouve aussi vraiment avec des trigger points, là ici notamment au niveau du muscle temporal ou au niveau parfois des muscles masséters qui peuvent vraiment nous donner des douleurs à type de céphalée, de migraine et où le traitement trigger les améliore. Pourtant, quand on appuie dessus au début, c'est pas franchement agréable. Ça a plutôt pour effet le premier jour d'augmenter un peu les douleurs de type céphalée et migraine. Par contre, les gens reviennent après et vous disent « faut recommencer ». Voilà. Quand le patient revient et vous dit « faut recommencer », moi j'ai des patients qui reviennent, qui me disent, ou qui m'appellent, qui me disent « je veux revenir, mais juste vous me mettez les aiguilles là parce que ça m'a vraiment fait du bien ». Voilà. Au début, les aiguilles, on n'aime pas trop ça. Enfin, moi, je n'aime pas spécialement les aiguilles. Et quand on se met les aiguilles ou quand ils viennent réclamer l'aiguille, c'est qu'ils ont quand même compris que ça avait changé quelque chose à leur vie, quoi. Est-ce qu'on se cherche, on a encore quoi? Ouais, on a encore 5 minutes. Est-ce qu'on se cherche un autre trigger chez quelqu'un? Là, il y a quelqu'un qui aurait une douleur quelque part, une douleur d'épaule ou non, pas là. En fait, j'ai des kinés qui avaient mal nulle part, c'est merveilleux. Ah,
Une volontaire? Tiens. Alors, on va faire. Évidemment, on se fait un tout. On va rester comme ça déjà pour le moment, mais un tout petit. Tiens, je te laisse le micro. Un tout petit peu d'interrogatoire. Douleur à l'épaule, où, quand, comment, combien, pourquoi? Épaule gauche. Épaule gauche. Je suis nageuse. Oui. Et j'ai poncé des chaises, c'est suite à ça. J'ai poncé une chaise. Ok. Et c'est la suite. Alors, ça, c'est très bien. C'est un des points que je n'ai pas évoqué. Dans les facteurs favorisants, c'est un effort régulier. Par exemple, des gens qui font de la course à pied et qui vous disent « j'ai régulièrement un trigger ». Alors là, ça, c'est Jean-Charles, le champion de la course à pied. C'est pas moi. Moi, je cours pas. Ça se voit d'ailleurs. Ou alors, à l'inverse, j'ai fait un effort que je ne fais jamais. J'ai eu la bonne idée de vouloir poncer ma table et j'ai pris mon papier de verre et paf, et j'ai envoyé du mouvement répétitif, et ce qui nous amène à notre défaut de calcium qu'on a évoqué tout à l'heure. Je reste un peu générique. On peut venir chercher là ici. Alors, on est toujours comparatif, hein, voilà. Tu connais la dame à côté de toi là? C'est une amie? Est-ce que tu veux que ton ami te fasse mal? Juste pour palper. Donc, alors après, vous allez me dire, on vient chercher par ordre de priorité, hein, dans le sens le plus fréquent, le plus probable par rapport à ce qu'elle nous dit. Et là, ici, je suis venu chercher un frein épineux petit rond, hein, qui reste un des muscles hyper fréquents. Il y en a un autre qui peut être très intéressant dans les épaules, c'est le subscapulaire, qu'on va rarement chercher beaucoup parce que ce n'est pas l'endroit le plus agréable à traiter, on est d'accord. Mais pour autant, alors, je vais t'aider. Voilà, pour la palpation perpendiculaire à la fibre, on a dit, relâche tes doigts. Cool, voilà. Et là, tu vois, il y a un petit truc qui roule ici. Tac. Là. Tac. Et ça ressemble éventuellement à un petit trigger de l'infraépineux qui a en plus une tendance à favoriser un peu, alors même si le terme de décentrage est plus très à la mode, si vous en parlez à Fred Srour, par exemple, il ne va pas vous dire que le décentrage, c'est un truc qu'il retient, mais pour autant, le fait d'avoir une tension comme ça ici derrière, en serrant derrière, ça a un effet de pousser un peu la tête en avant. Alors, ce n'est pas un décentrage au sens de la tête est vraiment partie, mais ça met un peu de contrainte mécanique. Voilà. Tu as bien senti? Ne t'en vas pas, hein, parce qu'on va le traiter et puis après, tu vas le retester. Donc, ouais. Attends. Je le retrouve. Là. Hein? Il est bien là. Hein? Ah. Donc c'est là où la douleur est le début du plaisir, à nouveau. Je trouve bien le point, et soit je reste dans ma technique juste de compression ischémique, soit, comme on a évoqué tout à l'heure, je peux faire un petit glissement, mobilisation longitudinale, hein, dans le sens de la fibre. Est-ce qu'on a un petit peu d'expression du visage, non? Un petit peu? Bon, ça va. Si c'est un petit peu, c'est que je peux continuer. Quand ça couine vraiment trop fort, je me freine. Voilà. Et j'aime pas freiner, moi. J'aime bien accélérer. D'ailleurs, j'ai plus de permis. Voilà. Et donc, on tient comme ça, encore une fois, aux alentours de 90 secondes. Vous sentez aussi progressivement, alors vous allez me dire, le premier jour, j'ai rien senti, mais vous sentez progressivement l'évolution sous le doigt, en fait, hein, de ce petit nodule, de cette petite corde qui finit par réduire, par diminuer, par être un peu moins sensible. Voilà. Ça va? Oui, ça va. C'est nerveux, là. Je rigole, mais c'est nerveux. Voilà. Oui, on peut alterner d'être un peu statique, de bouger un peu et tout. Voilà. Alors, ça donne chaud? Non, ça va? Il faut se méfier parfois des réactions un peu neurovégétatives du patient. Hein. Voilà.
On avait un collègue comme ça, Gilbert, il aimait bien sur les techniques trigger ou fascia, lui rentrer dedans. Il avait fait du rugby beaucoup, il avait traité beaucoup de sportifs. Et donc en cours, il avait un jour, il montre bien comment il faut faire, il montre, et puis alors il y va franco, hein, il montre bien pour que tout le monde voit bien et tout. L'étudiant s'est relevé et bah, 1-0, hop. Ah, donc allez-y quand même mollo, on fait un peu attention quand même, hein, aux réactions du patient. Ça va? Est-ce que tu peux le... Ouais. Encore une fois, on est bien d'accord, et on l'a dit tout à l'heure, mais on le redit, ce n'est qu'une partie du traitement, hein. Voilà, c'est une technique. On n'a pas dit que c'était tout le traitement de son épaule, et on n'a pas dit qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Mais si j'ai ce point-là qui est responsable de la douleur, quelque part, tant que je ne l'ai pas enlevé, ça peut rester installé très longtemps, un trigger point, hein. Ça peut rester plusieurs mois, plusieurs années en fait. Il y a des gens qui nous disent j'ai mal comme ça depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on pourrait se dire, bah, si c'est juste une contracture musculaire, elle aurait dû partir toute seule. Parfois, elle ne part pas, quoi. Voilà. Donc, alors, elle essaie l'appui pour voir, hein. Fait intéressant, elle nous a décrit que du coup, pendant que tu faisais la technique de traitement de trigger, que du coup tu avais des fourmillements qui arrivaient dans la main. Donc on peut avoir certains en fait, symptômes qui est type de fourmillement, lourdeur ou en tout cas sensations différentes au niveau du bras, notamment l'infraépineux, qui du coup n'est pas d'origine neurologique mais vraiment d'origine musculaire où le trigger peut déclencher lui-même aussi ce type de symptômes. Donc c'est intéressant, ça nous permet aussi dans le diagnostic différentiel où là, le fait d'aller chercher le trigger, si ça redéclenche les mêmes symptômes, même des fourmillements, eh ben, ça peut être du point trigger. Merci beaucoup. Du coup, on va enchaîner l'autre partie, hein, c'est pour ça qu'on a mis ces 2 ateliers un peu à la suite l'un de l'autre. Après la technique de traitement manuel du trigger, eh bien, on va voir la technique de traitement par l'aiguille, encore appelée dry needling. Needle qui en anglais veut dire aiguille et dry, sèche. Alors là, je refais un tout petit peu d'historique. Il n'y a pas besoin de clap au milieu et tout, je peux enchaîner, hein. On coupe ?